Je peux y aller? Voilà la suite de cette histoire. Vous vous demandez quel est le fléau terrible qui hantait ce village? Eh bien, nous allons voir. Mais avant, il faut quand même comprendre comment vivaient les Cévenols à cette époque. Il y a plus de 300 ans avant notre venue, les voyageurs racontaient que la région était couverte de forêts sombres et denses. En 1763, cette contrée, soumise à un climat continental très marqué, entraînait de terribles et interminables hivers. Les rayons solaires peinaient à réchauffer le sol au travers de l'entrelacement des bois et de la végétation. Il n'y avait pas de route, uniquement des chemins sur le sommet des crêtes pour éviter que de se trouver ensevelis par les bourrasques de neige. Les hommes traversaient les Cévennes guidés par leur instinct, se frayant un chemin entre points d'eau et arbres millénaires. Les quelques ermites habitant ces vastes étendues inhospitalières survivaient de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Le commerce était alors à son point mort et seules quelques familles parvenaient à survivre en Cévennes. C'est à cette époque que les villageois se sont regroupés pour tenter de survivre dans ces endroits isolés du monde. D'ailleurs, les maisons qui ont été construites datent de cette époque, comme on le voit sur les morceaux de pierre qui restent encore. Le village de Bournave, actuellement quasiment inhabité à l'année, comportait à l'époque plus de 200 personnes. Les Cévenols étaient des gens trapus, plutôt de petite taille, à la résistance stupéfiante pour survivre dans ces contrées. Tout pourtant leur permettait de vivre correctement, car la nature leur venait du ciel. Les châtaignes, le miel, les champignons, les animaux sauvages. Mais hélas, un fléau les guettait tous les jours. Et ce fameux fléau... Mais avant d'entrer plus avant dans cette infernale histoire, rappelons comment était la vie des Cévenols, que vous ne connaissez peut-être pas, vous qui vivez dans les villes. Toute la vie des Cévenols ne dépendait que des châtaignes. Tout d'abord, le bébé naissait dans un berceau en châtaignier, avec comme couverture les feuilles de châtaigne pour lui tenir chaud. Il buvait le lait du sein de sa mère, qui était du lait provenant de la châtaigne. Plus tard, il courait dans les champs et dans la montagne avec des sabots en châtaignier, comme ceux que j'ai aux pieds. Il utilisait des flèches en bois de châtaignier et des lance-pierres de même nature. Il travaillait au champ avec son père en poussant des charrettes faites en bois de châtaignier. Puis, ils construisaient leur maison avec des planches de châtaignier. Ils isolaient leur maison tant qu'ils le pouvaient avec les cosses des châtaigniers qu'ils mettaient entre deux épaisseurs de pierre de lauze. Pour leur mariage, les plus aisés recevaient des petits meubles en châtaignier. Pour protéger leurs bêtes qui étaient des chèvres et des moutons, ils avaient mis des barricades avec des portes en châtaignier pour empêcher les loups d'y pénétrer. Leurs charpentes étaient faites de châtaignier ainsi que les portes et les fenêtres. Les festins étaient toujours agrémentés de châtaignes pour déguster les énormes sangliers qui abondent dans cette région. Au moment de quitter la vie, évidemment, ils étaient enterrés dans un cercueil en châtaignier, avec une croix en châtaignier pour montrer à tous qu'ils avaient bien œuvré dans la montagne. Ainsi,
La vie du Cévenol était organisée autour du châtaignier, qui était l'arbre majeur de toute la région, bien avant que les mûriers ne prennent un relais permettant aux soieries de Lyon d'utiliser ces verres à soie si prolifiques vers les années 1900. Mais revenons à notre sujet. Ce jour-là, le 16e jour du mois de juillet 1763, comme le dit le parchemin, après qu'un enfant eût été dévoré par un loup et que l'on eût retrouvé son crâne ensanglanté, l'abbé, après la messe, discuta avec les chasseurs pour estimer la quantité de loups. Après le comptage qu'ils avaient pu faire lors des nuits avec lune, ils avaient dénombré un peu plus de loups qu'il n'y avait d'habitants. Ça veut dire qu'il y avait un peu plus de 200 loups autour du village, prêts à bondir sur toute proie possible, animaux, enfants, femmes, voire certains hommes âgés. La nuit, l'angoisse était grande, car les loups s'aventuraient de plus en plus près de notre village. Malgré les barricades dressées par les Cévenols pour protéger non seulement leur bétail, mais leur propre vie. À cette époque, le mousquet était une arme privilégiée qui n'appartenait qu'aux seigneurs. Les Cévenols n'avaient que les épieux et les arcs pour se débarrasser des loups, ainsi que leurs fourches et surtout leur courage. Ces loups hurlaient d'une montagne à l'autre pour se concentrer en meute. Les hurlements retentissaient tout autour de cette grande vallée montagnarde. Chaque hurlement était répété 10 fois par l'écho de la montagne et 100 fois par les autres loups. C'est pourquoi le curé de l'époque faisait constamment des messes pour exorciser ces animaux qui devenaient de plus en plus dangereux. Car la bête du Gévaudan n'est qu'un exemple particulier de ce qui se passait dans notre village. Il arrivait parfois que les loups égorgent les moutons. Un soir, lors de la descente au village, les loups en ont égorgé 20. Les gens pensaient qu'une fois égorgés, il fallait les enterrer, car la viande n'était plus bonne à manger, c'était la viande de Lucifer. Le parchemin nous raconte qu'une autre histoire importante, rappelée, est l'histoire de ces 3 femmes qui étaient venues pour ramasser des châtaignes au quartier de Bournave. Il y avait un paillet, une grange et une claine non loin du village. Elles restèrent là-bas faisant leur tambouille et mangeant dans la claine. Le soir, elles couchaient dans la grange qui était à côté. Voilà qu'un soir, elles étaient en train de préparer le repas pour le lendemain lorsque la méchante bête vint gratter à la porte de la claine. À force de gratter, il commençait à y avoir un trou dans la porte. Les 3 femmes, s'étant affolées, ne savaient que faire pour empêcher cette bête de pénétrer dans la claine. L'une d'elles prit une chamasse, bout de bois enflammé, et le fit passer par le trou que la bête avait fait. Ce fut le seul moyen de la faire partir. Elles ne dormirent pas de toute la nuit. Et à partir de ce jour, elles vinrent coucher au village et ne revirent plus la méchante bête, tout au moins dans les jours qui suivirent. En général, les loups normaux n'attaquaient pas les hommes. L'hiver, les Cévenols, pour aller d'un village à l'autre, comme il n'existait pas de route, passaient par les crêtes, puisqu'avec le balayage des neiges, il n'y avait pas de neige sur les crêtes. Ils avançaient avec leurs bâtons pour tenter d'arriver avant la nuit, et parfois même ils étaient au crépuscule, et étaient inlassablement suivis par les loups, à une distance d'environ 10 à 15 mètres, sans jamais qu'ils n'attaquent l'homme. Car un homme debout représente un certain volume que les loups respectent. Mais il ne fallait pas trébucher. Si par malheur, sur un caillou, le sabot se glissait et que l'on tomba,
Même si on se relevait instantanément, c'était trop tard. Les loups fondaient sur leur proie et déchiquetaient le pauvre malheureux. Combien sont morts ainsi? Il fallait donc être extrêmement prudent, marcher à pas lents, avec un grand bâton pour s'équilibrer. Et dans ce cas, les loups n'attaquaient pas. C'était la règle pour se transporter et survivre de village en village. Les moments les plus angoissants étaient les soirs de pleine lune. Lorsque la lune montait derrière la montagne à l'est, comme vous allez la voir si vous vous retournez, pour inonder la vallée de Bournave, appelée la Belle Vallée, toute l'ombre disparaissait et une lumière éclatante transformait en un clin d'œil le paysage. Mais c'était le moment où les loups se regroupaient sur les hauteurs et lançaient leurs hurlements stridents qui, de vallée en vallée, apprenaient au peuple cévenol que sa survie ne tenait qu'à un fil. Mais les soirs de pleine lune, les loups n'attaquaient pas. D'ailleurs, dans aucune région de globe, les animaux sauvages n'attaquent les soirs de pleine lune. Le pire était lorsque la lune disparaissait. Les soirs sans lune, le noir était absolu, et plus personne ne sortait d'une maison à l'autre. Pourtant, le petit Jérôme, âgé de 5 ans, qui s'était échappé de sa demeure pour aller dans la maison voisine retrouver son petit copain, n'a pas eu le temps de l'atteindre. Une bête énorme le happa au passage et l'emmena. On entendit à peine ses cris, sans pouvoir le délivrer dans cette nuit totale. Alors, depuis l'arrivée de ces bêtes, les enfants venaient garder les troupeaux en groupe, pour plus de sécurité, mais ça n'était pas suffisant. Ce jour-là, dit le parchemin, ils étaient 7 du village du Salzay en face de vous, venant rendre visite en traversant la rivière à leurs camarades du village de Bournave où nous sommes. Une petite demi-heure à pied. Après avoir traversé le torrent, ils remontaient vers le village avec leurs quelques moutons. Après avoir joué et chanté, tous les 7 repartirent dans le début de l'après-midi pour retourner au Salzay. Ils descendirent ainsi environ 200 mètres de dénivelé pour arriver à la rivière. Poussant devant eux leurs moutons et commençant à escalader les contreforts de l'autre côté de la montagne, leur permettant de monter à 200 mètres plus haut jusqu'au village du Salzay. Mais, avait-il à peine dépassé le pont qui leur permettait d'enjamber cette rivière qu'une bête les attaqua. Tout d'abord, elle tourna autour d'eux pour disperser les moutons. Puis elle s'empara du plus jeune enfant. Et les 2 plus grands, qui avaient une douzaine d'années, réussirent à piquer la bête à l'aide de lames qu'ils avaient fixées sur leur bâton. La bête lâcha prise, puisqu'heureusement elle était seule, mais elle avait cependant déjà mordu une bonne partie de la figure de Léon. Elle revint encore à la charge et cette fois-ci attaqua la petite fille qui était à côté des garçons. Elle la happa par le bras dans sa gueule et l'emporta plus loin dans la rivière. Mais Paul, le plus courageux d'entre les garçons, ne voulut pas abandonner. Il revint à la charge au moment où elle commençait son festin horrible. Il la frappa à la tête avec un gros caillou. La bête lâcha prise. Alertés par le cri des enfants, les hommes descendirent du village et la bête s'enfuit. Mais c'était le début de la terreur dans le village. Tous les jours, monsieur l'abbé venait faire des prières et bénissait chacune des maisons pour tenter d'exorciser le mal, car le loup était devenu le diable. En effet, il avait été remarqué qu'il y avait 2 loups, plus gros que les autres, qui chassaient en équipe à l'écart de la meute. En général, il y a un chef de meute, et les autres loups suivent à quelque distance, mais dans ce cas,
ces deux loups ne suivaient pas la meute. Le parchemin dit qu'ils étaient énormes et se relayaient tous les deux pour attaquer ensemble les enfants et les femmes. Il allait y avoir une guerre féroce entre ces deux monstres et le village, comme le rappelle le parchemin, et que vous allez suivre avec moi. Ces deux gros loups aux poils noirs et gris ne s'étaient séparés des meutes et commençaient à terroriser le village. Ils attaquaient ensemble, ou parfois séparément, et se retrouvaient toujours sur la même victime. Même les adultes les craignaient. On commençait à croire que ce n'étaient pas des loups, mais des créatures diaboliques venues d'ailleurs, tant leur méthode d'attaque était totalement différente de celle des loups normaux. Pour éviter de se faire attaquer le soir ou en fin d'après-midi, dans les périodes sombres de l'automne et de l'hiver, l'un des bâtiments avait été affecté spécialement pour traiter les blessés qui avaient eu des problèmes au cours des travaux des champs, ou les plus malades ou les plus anciens. Les portes étaient fermées avec des branchages de châtaigniers entrecroisés avec les soins donnés aux malades, soit aux blessés. Cet endroit était hermétiquement fermé pour la nuit. Ce système fonctionna une dizaine de mois sans problème jusqu'au début de l'été, période où la grande transhumance des moutons, allant pâturer sur le plateau du Mont Lozère derrière vous, elle passait par le village de Bournave. Mais, pour les gens des villes qui ne connaissent pas cela, rappelons comment était rythmée la vie d'un berger. Le berger mangeait toujours près d'une source bien entretenue. Tout autour des sources, les paysans avaient construit des bancs avec des grosses lauses. Il installait sa piasse, son déjeuner, sur ces bancs. Lorsqu'il avait mangé, il fabriquait des coulasses, colliers de bois pour les moutons auxquels on fixait les sonnailles, avec des bouches-casses, bois de châtaignier vert et souple pour travailler. Le soir, il partait assez tôt pour être de retour au village avant la nuit pour éviter les loups. Avant d'arriver, il sonnait son cours pour annoncer son retour. Les moutons qui en avaient l'habitude retournaient seuls dans leurs bergeries respectives. Mais au mois de mai, avec un rempli, c'est-à-dire un ciseau, il coupait la laine des moutons que vous voyez sur mon dos. Après la tonte, chacun marquait ses moutons sur le crapaud, c'est-à-dire sur le dos. Le début de la transhumance était un moment joyeux. Chacun des moutons était marqué par un sceau particulier de son propriétaire. Ce qui fait que lorsque le troupeau redescendait de la montagne après l'été, de village en village, chacun récupérait son mouton bien engraissé par les herbages du Mont Lozère. Le début de la transhumance commençait dans ce village de Bournave. Au milieu de la fête, il y avait un combat rituel et parfois même sanguinaire, voire mortel, entre les béliers pour savoir quel est celui qui conduirait le troupeau. Chaque année, le combat était féroce. Chaque bélier se jetait de toutes ses forces sur son concurrent. On entendait les grands coups sonores des cornes des béliers qui s'entrechoquaient pour qu'enfin l'un d'eux fasse reculer les autres, mais certains y laissaient leur vie. Après que le vainqueur ait naturellement été désigné, le troupeau se regroupait derrière lui pour gravir les pentes le conduisant vers le Mont Lozère, puis vers les plateaux lozériens. À cette occasion, une grande fête champêtre était organisée. Chacun retrouvait ses amis, et après avoir confié au guide qui conduisait les moutons au sommet de la montagne, chacun buvait, chantait, et parfois même se retrouvait avec l'une ou l'autre qu'il avait rencontré dans les villages voisins. Tous les ans, cette fête était une merveille. Mais, à partir de 1763, ce n'était plus une fête. Mais c'était une angoisse car les loups rôdaient.
Et avant que le troupeau ne reparte le lendemain matin vers les plateaux lozériens, il fallait le surveiller. Tous les hommes du village et tous les hommes qui étaient venus pour donner leurs bêtes en pâturage étaient toute la nuit présents sur le qui-vive. Des feux étaient allumés tout autour du village, tout autour de l'enclos où étaient mis les milliers de moutons. Ainsi, on pouvait entendre les hurlements des loups dans la montagne qui ne pouvaient pas pénétrer ce champ de feu. Et pourtant, cette nuit-là, le drame s'abattit sur le village comme il est écrit sur le parchemin. Ce fut l'horreur totale. En effet, pendant que chacun surveillait les abords du troupeau, on entendit un hurlement sinistre. Les habitants du village comprirent qu'il s'agissait du premier des deux gros loups, car leur hurlement était très particulier. Puis, un second hurlement différent du précédent leur fit comprendre que les deux loups